Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La collaboration de la philosophie et de la science chez Henri Bergson. Introduction, la science a peut-être toujours l'ambition de tout expliquer. Au temps de Bergson, le scientisme, doctrine qui prétendent tout réduire à des explications physico-chimiques, dominait jusqu'aux sciences de l'esprit. Convaincu de la valeur de la science quant à la matière, Bergson entend réserver la science de l'esprit à la philosophie, renouvelée par une méthode rigoureuse qui s'appelle l'intuition. Que veut dire l'intuition en tant que méthode philosophique? L'intuition et l'intelligence, une dichotomie. Les choses formées, une matière, une émouvante. En elle, notre esprit pense distinguer de choses stables selon la façon dont nous pouvons les utiliser. Savoir qu'une chose est une chose, c'est savoir s'en servir. L'intelligence, c'est la faculté de l'esprit président à ce découpage arbitraire qui est aussi celui du langage. Au lieu de former des concepts trop larges pour les choses, comme le faisait la philosophie selon Bergson, l'intuition comprend les choses selon leurs véritables articulations. Sa précision ne fait pas le concept trop généraux et entre dans les choses même pour épouser leur mouvement de relatif à celui qui est connu. La connaissance devient connaissance absolue de ce qui est connu. La clarité de l'intelligence est celle de la reconnaissance du déjà connu dans l'inconnu. La clarité de l'intuition, celle de la compréhension immédiate d'une chose totalement inconnue. La première découpe l'inconnu en éléments, la seconde le saisit dans son unité indivisible. Deuxièmement, la vérité et le faux problème en philosophie. Donc, en philosophie de Bergson, nous avons deux sortes de problèmes. Problème vrai et problème faux. Ce que l'intelligence nous porte à croire n'est ni vrai ni faux, mais utile. Nos habitudes de pensée sont subordonnées à l'efficacité, non à la vérité. En le transposant indûment dans le champ de la connaissance, nous faisons naître des problèmes théoriques. Ce qui est vrai ou faux en philosophie, ce n'est donc pas la réponse à un problème, mais le problème lui-même. L'intelligence pratique pose de faux problèmes. Le résoudre, ce n'est pas y répondre, c'est le dissoudre. Pourtant, un faux problème de la métaphysique n'est pas un problème arbitraire, mais naturel à l'esprit humain. En posant le vrai problème, l'intuition donne par l'effet même le moyen de le résoudre. La réponse devient possible sitôt que le problème est bien posé, reste à le découvrir. Deuxièmement, la relation entre la philosophie et la science, selon Bergson. Qu'est-ce que la métaphysique? Le procédé de l'intelligence s'appliquait légitimement à la matière, mais le faux problème surgissait de leur application à l'esprit, parce que les données immédiates de la conscience ne se prêtaient pas à de construction géométrique, chimique ou mécanique. Les méthodes de l'intelligence ne convenaient pas à une science de l'esprit, parce que l'esprit doit être avant tout saisi comme durée en son étude doit se faire par l'intuition seule à même de retrouver la durée sous la construction spatialisante du langage. L'intuition est la méthode d'une science de l'esprit, la métaphysique, débarrassée de faux problèmes et pourvue d'une méthode propre devient scientifique. Au lieu de se consumer en débat stérile sur la liberté ou l'immortalité de l'âme, elle devient capable de résoudre ces questions en posant correctement le problème. La métaphysique et la science. Deuxième partie. La science positive de la matière et le prolongement de l'intelligence. Son but est de nous en rendre maîtres. Par son progrès indéfini, la science atteint le
savoir absolu de la matière. Les connaissances de l'esprit est réservée à la métaphysique parce que sa méthode n'est pas l'analyse, mais l'intuition simple, claire et précise. La métaphysique peut atteindre d'emblée un savoir absolu et définitif. Restera à en préciser le donné comme la science. La métaphysique progresse mais différemment. Science de la matière et science de l'esprit collaborer donc en se partageant le domaine et se prêtant une assistance mutuelle sur des questions limitrophes. Ainsi, dans matière et mémoire, la question de la relation de l'âme et du corps est résolue par Bergson avec l'aide conjointe de la métaphysique et de la physiologie. Nature et science, le long vital. L'autre partie. Nos sentiments et nos pensées se succédaient, poussés les uns par les autres, ils se pénétraient et composaient la vie psychologique. Pour en préciser le contour, Bergson forge la notion de durée. La durée est mouvement, mais qu'est-ce qui fait qu'elle se meut? Qu'est-ce que cela qui se mouvant au fond de moi? Ce poignet en pensée qui me poussant et me retenant alternativement éclate en désir. Cette force, Bergson l'appelle élan vital. C'est élargir la recherche. L'élan vital meut la fourmi comme l'homme et son énergie créatrice déborde en l'infinité des espèces qui s'y succédaient ou coexistaient. C'est sur lui que reposaient les sociétés humaines. L'histoire, enfin, n'est-elle pas le cours du progrès de ce seul et même élan vital? L'individu vivant, l'individu vivant, selon Bergson. Élan vital et sens de la vie. Quelle relation? L'intelligence cherche à retourner sur l'élan qu'il a créé pour le comprendre. Elle ne peut pour cela que le réduire indûment à du prévisible et déjà connu. Elle mécanise la vie, mais c'est au-delà de l'intelligence. Dans une métaphysique de l'intuition, que la vie qui est mouvement se laisse connaître. L'intelligence distingue deux corps dans la matière inerte. La nature elle-même tend à isoler la vie en systèmes distincts. Les individus vivants composés de parties hétérogènes est animé de fonctions diverses. Le système naturel n'est jamais totalement clos. L'individu est lié à l'univers pour subsister, agir et se reproduire. Le vivant ne peut que tendre à l'individualité sans jamais l'atteindre. Il doit se reproduire, c'est-à-dire se diviser en deux. Le vivant est plus animé de tendances mouvantes que composé d'états stables. Chaque individu est la concrétion de l'élan vital, cette unique force créatrice, riche et imprévisible, qui se divise dans sa poussée. Chaque espèce est le résultat d'une direction qui s'est solidifiée dans un échec. En effet, le pouvoir créateur perd sa créativité dans la routine de l'instinct. L'élan vital n'a de succès que dans la création d'un être créateur. Au bout de ce progrès, par tentative qui est l'histoire de la vie, se tient donc l'homme. Le problème d'une science de la vie maintenant, le mécanisme est inapte à saisir la vie parce qu'elle est imprévisibilité. Pour lui, tout autant donné au début, ce qui en résulte est nécessaire. Le finalisme n'est qu'un mécanisme inversé. Tout serait donné dans un projet de la nature qu'elle s'applique à réaliser comme une fin à atteindre. Bergson renvoie donc dos à dos mécanisme et finalisme comme le résultat de la compréhension de la vie par l'intelligence qui en est pourtant le produit. Comment rendre compte de l'évolution de la vie? Ce n'est pas l'adaptation, c'est-à-dire le pire mécanisme d'influence de milieux extérieurs différents qui distingue les espèces, mais la poussée interne d'une force vitale. L'obstacle ne crée pas la force de la
de le surmonter. C'est au contraire cette force qui crée de quoi surmonter l'obstacle. Sa solution est toujours imprévisible et multiple, ce qui fait la parenté des espèces et c'est le long vital, ce qui fait leur différence. C'est la multiplicité de façons de passer un même obstacle. La matière brute récal, récalcitrante et sans vie. L'histoire des espèces d'êtres vivants est celle de la lutte de l'élan vital pour s'écouler dans la matière qui lui résiste. L'élan vital parce qu'il est créateur, il n'est pas un principe n'est pas un principe unique, monobloc et par conséquent invariable. Il est un, mais comprend en lui la multiplicité confuse de tendances indifférenciées. Toutes les espèces ont en commun ce fond de tendances. Chacune se particularise moins par la possession exclusive de certains caractères que par l'accent qu'elle porte. Ainsi, l'homme n'est pas dépourvu d'instinct, la fourmi n'est pas dépourvue d'intelligence. Mais ce qui prédomine chez le premier, c'est l'intelligence, chez la seconde, c'est l'instinct. Maintenant, trompeur, instinct, intelligence. L'élan vital comporte trois tendances générales qui s'opposaient, coexistaient en chaque espèce. L'élan vital a mis l'accent sur la trompeur pour faire les plantes. C'est l'instinct et l'intelligence pour faire les animaux et l'homme, auxquels ne plus évoluer que les autres, et différents en nature, non pas en degré. La réflexion le distingue, la réalité le mêle, inventions et fabrication d'instruments caractériser l'intelligence. L'utilisation instrumentale du corps caractérise l'instinct. L'intelligence plus consciente est donc toujours créative. L'instinct plus inconscient, invariable, elle est la faculté de rapporter les choses les unes aux autres. Elle est la faculté de connaître quelques-unes d'entre elles. C'est-à-dire, l'intelligence est la faculté de relation. L'instinct, celle des éléments. L'intelligence connaît par mise en relation, c'est-à-dire immédiatement. L'instinct par fusion, c'est-à-dire immédiatement. C'est l'intelligence qui fait le lien entre silex et étincelle. Par elle, nous nous servons du feu. C'est l'instinct que nous fait savoir l'usage de nos mains. Par lui, nous le maîtrisons. Intelligence et instinct sont les deux principes de société animale et humaine. Maintenant, qu'est-ce que la mémoire? L'autre principe de la métaphysique de Bergson. La mémoire fait que nous avons une histoire. Avoir une histoire, c'est vivre. La mémoire est donc l'effet fondamental du vivant, car le vivant dure. Sa conscience s'étend sur une finalité de plan qui vont de plus de rêve au plan de l'action. Rêver, c'est se prolonger dans le passé. Agir, c'est se poser sur le présent. Dans le rêve, le moi coïncide avec sa mémoire. Dans l'action, il coïncide avec la conscience de son corps. Le souvenir pur et le rêve, quelle différence? L'inconscient, qu'est-ce que cela veut dire? Les souvenirs accumulés par ma durée se conserver. Ils ne se sont pas stockés quelque part, inerte, mais déterminés mes actes. Un souvenir, la plupart du temps, inconscient, mais il est toujours là qui pousse pour entrer dans le champ de la conscience et d'agir. Le souvenir inconscient est une action impuissante. C'est sous cette forme qu'il existe et se conserve et ne pénètre la conscience qu'à propos. L'ensemble de mes souvenirs, c'est mon histoire, c'est mon caractère. Les souvenirs que nous perdons sont ceux dont nous n'avons pas besoin pour agir. Inutiles, ils sont refoulés dans la mémoire pure. Ils n'en sont pas pour autant détruits. Le passé est intégralement conservé, mais ne ressurgit que dans l'action. Lorsque les exigences de celle-ci se relâchent, la conscience peut se replonger dans le passé. Tel est là, ainsi s'explique que de gens sur le point de mourir
à qui agir devient inutile. Se souvenir de toute leur vie en un instant, ainsi s'explique le rêve. Maintenant, le rêve et la rêverie. Nous ne cessons jamais, même dans le sommeil, d'avoir des impressions de tête de toutes sortes. Pourtant, nous n'y prenons plus garde. L'attention est relâchée. C'est ne pas dire qu'elles sont comme inexistantes. Elles fournissaient une matière imprécise que nous rapprochons du souvenir. Le souvenir aspire à être vu, la matière de ses sensations à être identifiée comme il se rencontrait en un mois détendu et relâché. Le lien est lâche et manque de précision. Nous interprétons avec fantaisie les sensations du sommeil. C'est le rêve. Ce qui distingue le sommeil de la veille, c'est donc la distraction de moi. Ce que le moi qui rêve, c'est désintéresse de l'action. Veiller, c'est vouloir. Le distrait vit dans le passé, mais dans la mesure même où il se désintéresse de son présent, c'est-à-dire de l'effectif, de l'actif. La mémoire et l'action, quelle relation? Les deux formes de la mémoire. Mon corps se meut la plupart du temps par habitude. Le passé s'est démonté en mécanisme moteur qui rendait l'action plus efficace. C'est la mémoire du corps, celle de la virtuosité du musicien et des gestes machinaux. La mémoire proprement dite, ce n'est pas la mémoire habitude, mais c'est celle de souvenirs purs. Nul trace sur le corps de son action. Une leçon apprise se conserve sous les deux formes. Elle est à la fois mécanisme de corps, disposition psychique, acquise à répéter et ensemble de souvenirs singuliers. Disposition physique, acquise à répéter et ensemble de souvenirs singuliers. Chaque souvenir est un moment unique de mon histoire. Aucun ne se répète entièrement. C'est bien la répétition de chaque chose en un certain nombre de souvenirs qui, à la longue, crée une habitude de mon corps, mais chacun d'eux possède un caractère absolument singulier. Le passé se conserve dans le corps comme un perpétuel présent et dans l'esprit comme un perpétuel passé. La durée est mémoire. La mémoire occupe un champ de la réalité qui coexiste avec le présent. Le passé tel que la mémoire le conserve et le présent sont simultanés. Le passé existe dans le présent sous la forme de la mémoire, le souvenir et présent. Maintenant, quelle relation entre la mémoire et la perception? La plupart, selon Bergson, comme d'habitude, la plupart du temps, nous percevons moins ce que nous avons sous les yeux que le souvenir que la perception rappelle. Quelques lettres d'un mot suffisaient à les rappeler entières. Reconnaître la forme générale d'un mot, c'est son souvenir en vue de l'efficacité de l'action. Le souvenir naturellement inconscient cherche à présenter à la conscience sous forme d'image. La sensation cherche à se reprocher de ce que nous avons déjà vu pour être comprise. Le souvenir est indispensable à l'efficacité de l'action. La totalité du passé cherche à redevenir présent. Tous les souvenirs poussés en direction de la perception, seules quelques-unes y passées. La sélection refoule et appelle à la fois. Nous ne nous rappellerions de rien utilement si nous nous rappelions de tout. La mémoire est le principe du succès des actions du vivant. Deuxième partie de notre intervention intitulée La société vivante. L'élan vital et la société humaine. La société humaine, selon Bergson, est comparable à un organisme. On peut pourtant désobéir aux lois de la cité, pas à celles de la nature. L'obligation et la pression qui tient ensemble ses membres, comme la vie de l'individu tient ensemble ses organes. Des raisons, les membres de la société à se fermer sur elle pour se conserver. Elle a l'élan vital pour principe. La liberté des individus distingue les sociétés humaines intelligentes des sociétés animales instinctives. Les deux grandes tendances de l'évolution, intelligence et instinct, impliquaient société. De même qu'elles se mêlaient
De même, le naturel de sociétés primitives demeure au fond de sociétés évoluées. L'élan d'amour qui les ouvre au progrès est aussi une poussée créatrice de l'élan vital. C'est la vie même qui pousse les sociétés à s'ouvrir et à s'éclore. Dressage qui le clôt, mysticité qui les ouvre, c'est-à-dire pression et aspiration. Voilà les deux sources de la morale et de la religion qui tiennent les hommes ensemble. Pression et aspiration sont les deux sources de la morale et de la religion selon Bergson. Que veut dire morale close et religion statique chez Bergson? Si la surface de moi individuel, un comportement social obtenu par dressage, nous maintient solidaires comme par habitude. La plupart du temps, nous obéissons sans nous en rendre compte. Nous ne ressentons la contrainte de devoir qu'en nous en écartant, ni l'accomplissons alors qu'en résistant aux résistances. Le devoir est presque naturel. La morale close unit l'intérêt des individus et celui de la société. C'est dire qu'obéir au devoir n'est pas obéir au raisonnement, mais à la vie, nous ne faisons que justifier a posteriori par la raison ce que la nature ordonne. L'instinct s'impose à l'intelligence pour le bien des hommes, car l'intelligence les pousserait vers leur bien propre contre le bien commun, contre les excès nuisibles. À la société de l'intelligence, l'instinct créait la fabulation de la mythologie est une forme de religion qualifiée de statique dont la fonction est le maintien du groupe sur toute l'utilité de la superstition que comme un instinct obscur freine le risque de dissolution de la communauté par l'ouverture de l'intelligence. À l'opposé, la religion dynamique préside à l'élargissement de la communauté. L'une et l'autre religion sont créées dans l'élan vital. Maintenant, la société ouverte, la religion dynamique. Sur une société close, mise par une morale close, est une religion statique. L'homme ne serait le plus évolué des animaux. Nos sociétés seraient immuables si l'instinct régnait de loin en loin. L'histoire sème de grandes âmes revenues aux sources de l'élan vital créateur qui ouvrait les sociétés. Les héros mystiques, c'est traverser la pellicule extérieure et sociale des hommes pour en appeler à la source originale de l'élan vital en eux et par communication d'une sensibilité devenant universelle, faire passer l'instinct du groupe du petit au grand à l'incommensurable. C'est l'amour de l'humanité qui refait les sociétés humaines. Ils diffèrent en nature, non en degré de l'amour de la famille ou de la patrie, passer de l'amour d'un groupe numériquement défini à celui de tous les hommes ne se pas aimer plus d'hommes. C'est aimer différemment. Deux forces s'exercer donc sur l'homme en société. La pression de la morale close qui maintient la solidarité du groupe, le mécanisme et l'aspiration de la morale ouverte qui élargit la mystique, la pression et la cristallisation d'une aspiration primitive dont on a perdu l'esprit quand l'inspiration se dégrade en formules impératifs. La pression n'est plus que la lutte dont l'aspiration était l'esprit. Mécanique et mystique font les deux ressorts de l'histoire des hommes. Que veut dire société mixte au cours de l'histoire? Morale close, morale ouverte, religion statique et religion dynamique, mécanique et mystique sont deux éléments séparés en droit que les sociétés de fait réunissaient. Ces deux principes animaient l'histoire des hommes selon deux lois, la loi de dichotomie et la loi de double frénésie. La première sépare et fait lutter les tenants d'une société close et ceux d'une société ouverte.
La seconde fait que chacune l'emportant à son tour, il suit sa pente propre jusqu'à l'asphyxie, appelant l'autre voie par ses excès. Mais la lutte de Bergson n'est que l'aspect superficiel du progrès. Les lois mécaniques et la régissée ne sont pas les lois de l'histoire, que sont les lois d'une vie plus profonde. La frénésie de la recherche du confort de vie depuis la Renaissance s'est appuyée en s'y opposant sur la frénésie de vie ascétique du Moyen Âge. C'est un exemple de progrès par oscillation qui régit l'histoire de l'humanité. Elle s'est demandé, conclut Bergson, si elle veut vivre seulement ou fournir en outre l'effort nécessaire pour que s'accomplisse jusque sur notre planète réfractaire la fonction essentielle de l'univers qui est une machine à faire de Dieu. Euh, Selon Bergson, dans son œuvre majeure, les deux sources de la morale et de la religion. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.